le type psychologique de l'artiste, il est toujours protégé de son curiosité enfantine, s'il est un véritable type psychologique d'artiste. Il a élevé, il a cultivé une attitude de curiosité, de disponibilité, d'amour pour l'inconnu. Bon, je reviens un petit peu sur l'aspect artistique, un aspect qui m'intéresse énormément. Alors déjà, c'est quoi un artiste? En général, qu'est-ce qu'il fait? Il imagine, il réfléchit, il pense, il est curieux, il avance. Et quand il trouve une idée, quand il trouve quelque chose, parfois même dans le cadre d'un exercice régulier qui s'impose ou qui lui fait plaisir simplement, donc jouer de la gratte, dessiner et ainsi de suite, une idée jaillit, quelque chose, il en donne une réalité physique, visuelle. Et cette idée peut être complètement pourrie ou géniale, voilà. Et ça, c'est vraiment l'axe créatif simple, d'accord? Et à partir de cette idée qui a été réalisée par l'outil physique, donc outil physique, ça peut être les mains, hein, ça peut être un instrument, un crayon, voilà. Cette idée est matérialisée, et une fois qu'elle est matérialisée, elle est ou non montrée à un public. Donc je vais délaisser la partie qui n'est pas montrée au public, je vais parler de la partie qui est montrée au public. Donc cette partie qui est montrée au public, déjà d'une, c'est comment elle est montrée au public. Est-ce qu'elle est dans une discipline qui est médiatisée ou pas, parce que toutes les disciplines artistiques ne sont pas médiatisées de la même manière. Est-ce que cette médiatisation demande beaucoup d'argent, peu d'argent, beaucoup de logistique, peu de logistique? C'est donc pas la même chose pour un film que pour de l'illustration, ou de la musique. C'est pas du tout, ça représente pas du tout les mêmes choses. Est-ce que c'est transportable? Est-ce que c'est visionnable de la même manière et aussi efficacement? Donc ça fait un deuxième biais. Hein. Le premier biais, c'est est-ce qu'on montre ce qu'on fait. Deuxième biais, c'est par quelle logistique c'est communiqué. Troisième biais, c'est est-ce que ça parle aux gens. Et là, dans tout l'ensemble, j'ai même pas réellement parlé de qualité en fait. Hein. Voilà, qualité artistique, c'est très très complexe. Quoi. C'est une part technique qu'on peut tous, si on a ces notions, jauger. Mais ensuite, la partie du cœur, c'est très compliqué. Bon, donc ça fait un troisième biais. Est-ce que ça parle aux gens, est-ce que ça parle pas aux gens? Donc ça, c'est vraiment le principe créatif. Deuxième sous-étape. Très souvent, les artistes ne travaillent pas seuls, très souvent. Donc en France, on a une logique de le grand artiste, c'est lui, c'est ceci, c'est cela, c'est lui qui fait tout, et ainsi de suite. Donc Jules Verne, tout à l'heure j'en ai parlé, Léonard de Vinci, ainsi de suite. Mais quand on creuse réellement sur ces personnalités, on se rend compte qu'elles n'étaient pas seules. D'une, elles n'étaient pas forcément seules à produire ce qu'elles faisaient. De deux, elles n'étaient pas forcément les seules à transposer les idées, à trouver les idées de ce qu'ils ont pu matérialiser eux-mêmes, ou avec d'autres personnes. Hein, Léonard de Vinci, c'est un grand classique, il y a plein de problématiques autour de ça. Mais il y a Molière aussi, hein, voilà. Donc on est dans un pays où on est très l'auteur, le nombre d'auteurs et ainsi de suite. Sauf que c'est extrêmement rare qu'un auteur soit seul à réaliser ce qu'il réalise en fait. Hein. C'est très très rare. Donc ça peut être dépendant d'un éditeur, ça peut être dépendant d'un collaborateur direct. Et là, dans le cadre de cette année de Jack Kirby, des collaborateurs, il y en a plein, scénaristes, crayonneurs, l'impression, coloriste, tout ce qui est de l'édition, donc l'impression et ainsi de suite. Et voilà, le groupe éditorial en lui-même, le patron, voilà, ça fait énormément de personnes comme intermédiaires pour faire cette réalisation, et si on le fait comme ça, c'est aussi parce que seul c'est très compliqué à faire. En fait, c'est très très compliqué. Pour encore d'autres problématiques artistiques. Voilà. Une fois que j'en suis venu à ça, à expliquer que c'est quand même complexe, le processus créatif est complexe, d'accord, et en considérant qu'on arrive à en sortir quelque chose. Et quand je dis en sortir quelque chose, c'est pas forcément bien en soi, d'accord, mais en tout cas, on se dit que c'est assez bien pour le sortir. Ok, voilà, d'accord. À partir de là, cette œuvre passe par énormément d'étapes, elle passe par plein de mains. Et là, c'est là où ça devient extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. C'est la problématique des droits d'auteur, qui est pas la même dans tous les pays. Mais en gros, l'idée, la philosophie du truc, c'est très bien d'avoir l'idée, mais si tu la réalises pas, à quoi ça sert? Est-ce qu'on peut vraiment dire que tu es la personne qui a amené cette nouvelle idée? Alors c'est pas juste, hein, c'est pas forcément juste, hein, évidemment, puisque tu peux avoir il y a des spécialistes de ça, des cueilleurs d'idées, voilà, qui régulièrement vont s'enseigner à droite et à gauche, piéger, voler, ainsi de suite, quoi. Ces gens-là existent, mais le bon côté aussi de ces gens-là, c'est que grâce à eux, peut-être que l'idée, elle, devient réalisation. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a énormément d'artistes qui ont eu des idées incroyables, géniales, et que personne n'a jamais entendu parler, quoi. Parce que justement, ils sont trop perfectionnistes, ils veulent absolument que l'idée soit comme ça, pas réalisée autrement,
ils veulent que ça sorte de telle manière, ils veulent que ce soit vu par telle personne, et ainsi de suite, quoi. Donc le bon côté de ça, c'est que ça fait beaucoup, il y a beaucoup de recherches sur le travail en lui-même. Ça peut donner une œuvre artistique très riche. Mais le mauvais côté, c'est que ça peut ne jamais sortir, quoi. Et le problème, c'est qu'il y a une temporalité, parce que c'est aussi la problématique de ces histoires d'idées, quoi. Les idées, on est rarement les seuls à les avoir au même moment. C'est très rare, parce que les idées, ça vient de plein de choses. Ça vient aussi du bain dans lequel on vit. Et statistiquement, c'est logique que quand on est assez nombreux et qu'on vit des choses proches, l'extension potentielle des idées, elle soit limitée autour de ça. Donc, de toute façon, une idée a un temps. Alors, évidemment, je fais des généralités, il y a des idées qui durent sur des siècles et des siècles et des siècles. Et il y en a d'autres, ça dure un an, quoi. Ok, mais ça, on peut pas le savoir, encore une fois, puisqu'il y a toute la partie réception. Et cette partie réception, on peut pas la deviner. Il y a la partie réception, et deux, comment, justement, on permet cette réception. Là, on en arrive à des aspects cognitifs, carrément, qui sont très difficilement gérables. Le neuromarketing, par exemple, il y a énormément de choses qu'on fait, on les fait pas parce qu'on veut les faire. On les fait simplement parce qu'on est des êtres sociaux, on marche avec des neurones miroirs, et beaucoup des choses qu'on fait, on pense même pas, c'est inconscient, parce qu'on est bombardé d'informations, et que notre corps et notre esprit est bien fait, pour qu'on reste sociable, en fait. Voilà, et c'est très compliqué, parce que tout ça, c'est pas un truc que l'artiste peut réellement gérer, quoi, en fait. C'est extrêmement compliqué. Quand on travaille en groupe, c'est très compliqué. Comment savoir qui a trouvé réellement l'idée? Est-ce que l'un sans l'autre aurait pu faire la même chose? Moi, franchement, je ne pense pas. Je pense pas que Stan Lee aurait pu faire la même chose sans Jack Kirby, inversement. La preuve, les deux ont travaillé avec des gens différents, et on voit bien qu'ils n'ont pas forcément eu le même succès. Mais ça ne veut pas dire que le succès qu'ils ont eu est juste dû au fait qu'ils ont travaillé ensemble. C'est peut-être parce qu'ils sont arrivés au bon moment aussi. Voilà, ça fait énormément de problématiques derrière. Énormément. C'est très compliqué, quoi. C'est extrêmement compliqué. Ensuite, sur la partie veulent, même chose. Le veulent, ça dépend de quel point de vue on se place. Pour un producteur au cinéma, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'étais à fond sur les réalisateurs qui disaient ouais, j'ai pas eu le final cut, c'est pas normal, mon film aurait été meilleur et tout et ainsi de suite. Moi j'étais à fond. Qu'est-ce que le producteur a raconté comme connerie? Ce réalisateur, je l'ai vu faire des films formidables qui commencent bien, qui terminent bien. Et là, ce film-là est pourri. Enfin, il y a par exemple le cas de John McTiernan pour le 13e guerrier. J'étais en mode, le producteur c'est un connard, quoi. Voilà, c'est une merde. Sauf que depuis, j'ai évolué par la praxis, par la pratique, quoi. C'est que à un moment aussi, un producteur, il est aussi là pour te mettre dans les bonnes conditions pour que ce que tu as en tête puisse se réaliser. Donc c'est un petit peu le principe de réalité face au principe du rêve. Et c'est pas loin de ce que je disais plutôt sur l'aspect législatif. C'est extrêmement compliqué à gérer. Je vais m'arrêter pour cette vidéo qui est encore un peu longue, pour enfin traiter réellement de Jack Kirby et Stan Lee. À tout de suite.